seront calculés, je vais être rapide, précis, je vais les rendre dingues. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Paul Denat dans le sport? Je pense qu'il a un combat important auquel il va devoir se préparer pour le 12 juin. Gros, t'es mort le 12 juin, j'ai fait le chaos, je te promets. Salut Bruts, on se retrouve aujourd'hui à Montreuil en direct de l'entraînement de Paul Denat en pleine préparation pour ce combat contre Anzor le 12 juin à Lyon. Malheureusement, comme a dit Ibra, c'est pas là mon ego, moi je le mets de côté, c'est ton ego toi. Ibra, comme a dit Ibra, tout le monde veut me prendre. J'ai déjà les dates de bouquet. Et c'est là je t'envoie mon calendrier, C'est l'un des combats les plus attendus de ces dernières années dans le MMA français et on vous emmène vivre la préparation de Paul Denat de l'intérieur. On avait fait sur Brut un suivi de toi avant ton combat, c'était à Orange. Ouais. C'était il y a 2 ans quasiment, c'était en août 2024. Ouais, c'est vrai. C'est juste extraordinaire. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Paul Denat depuis ce combat à Orange en août 2024 ? Déjà, je suis passé professionnel, principalement. J'ai pris un peu en expérience, j'ai évolué, j'ai grandi. J'ai mis des KO. J'ai pris un petit peu en popularité, enfin, dans le monde du MMA. En légitimité aussi. Un changement drastique par rapport à ce qu'était ta vie il y a encore quelques années. Tu as bossé dans des food trucks, tu livrais des véhicules, tu as bossé chez Uber Eats, chez McDo aussi. Ouais. Il ressemble à quoi ton quotidien à l'époque avec ces activités et en même temps cette ambition dévorante que tu as toujours eue ? Ouais, c'était difficile, je passais mon temps à travailler. Quand je suis arrivé à Paris, le travail que j'avais trouvé qui me convenait le mieux pour m'entraîner à côté, c'était livreur de véhicules. Donc, en gros, j'étais chauffeur, j'allais chercher les véhicules dans les parkings de Paris et quand les personnes en réservaient un, je les livrais chez eux. Donc parfois le matin, je me levais à 6h, j'allais dans les garages, je prenais les véhicules, je les livrais pendant 4 heures jusqu'à 10h. À 10h et quelques, je m'entraînais jusqu'à midi, 13h et après je reprenais le travail l'après-midi. Parfois, si je pouvais, je me rentraînais un peu le soir et je travaillais parfois jusqu'à 22h, minuit. Le peu d'argent que j'avais, je le mettais dans l'entraînement et dans la nourriture, l'alimentation pour m'alimenter correctement. Donc j'avais pas les moyens de retourner voir mes parents, j'étais très isolé, c'était des mois et des mois de travail, c'était pénible et long. Et en plus de ça, à côté, je faisais du montage pour essayer de faire des vidéos. J'essayais d'être intelligent, de me dire c'est quoi la meilleure stratégie, sur quoi je dois focaliser mon attention pour que sur les mois à venir, je puisse me dégager du temps et pouvoir m'entraîner correctement et pouvoir réussir à avoir des sponsors. Donc je me suis dit, il faut que je fasse de la création de contenu, il faut que je raconte des trucs intéressants autour de mon sport. Je suis avec Monsieur le Président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Paul Denat dans le sport? Je pense qu'il a un combat important auquel il va devoir se préparer pour le 12 juin. Exactement. Rendez-vous tous à Lyon pour vous soutenir. Merci. Et pour la suite, on sera derrière vous. C'est gentil. Donc foncez. C'est gentil. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Je suis arrivé à Paris parce que je cherchais un combat absolument. Je voulais prendre de l'expérience, que je m'entraînais depuis 2-3 ans en MMA et normalement, tu as envie de te tester. J'ai pris mon sac à dos, je suis arrivé sur Paris et j'ai un ami de mon lycée, mais on n'était pas plus proche que ça, qui était sur Paris, c'était le seul que je connaissais. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'héberger pendant une semaine pour que je trouve un logement? Je suis resté 4 mois avec lui, mais c'était une petite chambre de 16 mètres carrés, chambre étudiante, et moi je dormais sous le bureau sur un matelas gonflable. J'ai commencé à m'entraîner, je crois que c'était au district, l'ancienne salle du district, et là j'ai rencontré Alex. Un jour on a fait un sparring, on s'est bien mis sur la gueule. Dans l'adversité, un lien s'est créé, on a discuté, et il m'a dit qu'il était dans une situation un peu complexe au niveau de son logement. Je lui ai proposé de venir séjourner chez moi. Moi je travaillais déjà dans la MMA, je travaillais avec Morgan Charrière. Et un ami avec qui on était, qui vivait aussi chez moi à ce moment-là, qui dit à Paul, ouais, faut que tu bosses avec Alex et tout, t'as besoin de quelqu'un pour gérer ta carrière, tes sponsors, le développement de tout ça. Et à un moment donné, il y a eu cette révélation avec YFC. Il va résister. Il résiste. Top. C'est fini. Deuxième round, 1 minute 30. Moi, sur le moment, je te dis la vérité, je dis frérot, la vérité, c'est une bonne idée de merde. Mais si t'es sûr de toi, vas-y fais-le, à fond. Parce que celui le gagnant, À mon avis, surtout ce qui a fait un gros tremplin, c'est pas tant le premier YFC, c'est plus le deuxième YFC où là il y a eu la vraie confirmation avec Ali. Alors c'est la première fois qu'il se retrouve au sol. Les gars, il y a une clé de bras qui est passée. Juste après ton combat contre Ali, il y a ce face-à-face avec Anzor qui va faire énormément parler sur internet. Ça fait longtemps, tu verras. Mais bon. Anzor, je savais qu'il allait faire ça. Je savais, c'est pour ça que je souris. Parce que je savais qu'il allait se présenter, qu'il allait vouloir avoir son moment de gloire, qu'il allait vouloir me défier. Et je me fais plusieurs scénarios dans ma tête. Est-ce que je le prends directement en termes de buzz? Ça peut être vraiment sympa. T'enchaîner les 2 combats, je tape les 2, ça peut être énervé, mais tu perds une hype. Est-ce que c'est pas mieux de faire durer un peu le truc, tu vois? Et je me suis dit, on va essayer de faire tarder un peu le combat et quand le jour où ça aura lieu, ça aura
un putain d'impact. Depuis ce jour-là, avec Paul, on a construit cette rivalité, on l'a entretenue bien évidemment parce que c'est un levier de communication pour nous. Et ce combat, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. On clôture un chapitre de la carrière de Paul qui nous a suivis d'amateur jusqu'en professionnel. Ce combat, à quel point il est émotionnellement important pour toi? Parce que finalement, c'est un combat qui fait écho à quasiment toute ta carrière de combattant MMA. Eh ben, écoute, c'est une bonne question parce que il faut justement être assez détaché émotionnellement. Il faut être impliqué dans la mission, mais il faut être émotionnellement détaché. C'est-à-dire que même dans le pire des cas, si là ce que j'ai dit, c'est dans le pire des cas, mais je sais que ça n'y arrivera pas. Mais ma volonté, elle se réalise pas. Les gens ils m'insultent, ils disent ouais t'as dit ça, tu l'as pas fait, t'es pas aussi compétent ou performant que tu le dis. Ça changera rien à ma vie, tu vois. Mais moi j'aime avoir cet objectif, c'est cette vision de me dire pourquoi pas rêver grand, pourquoi me dire juste je peux gagner à la décision. Non, j'ai envie de faire le show, j'ai envie que ce jour-là je sois le meilleur possible et je vais être précis, tous mes mouvements seront calculés, je vais être rapide, précis, je vais les rendre dingues. Votre face-à-face, il date d'il y a quasiment 3 ans maintenant. Vous vous êtes recroisés plusieurs fois depuis. C'est beau, ça commence chez Ibra, ça finit ici devant 12 000 personnes, c'est pas mal. C'est mieux. C'est pas mal. C'est mieux. T'es content? Il y a une petite lumière sur toi, t'es content? Tu parles de lumière maintenant? C'est pas rêvé tout seul ici. Hein. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Sans moi, t'es personne. C'est bientôt fini. Sans moi, je suis personne. Lol. Il y a toute une sauce qui monte, que tu alimentes toi aussi sur les réseaux. Ça y est les refs, il a signé, enfin. Mais si, le zigoto là. Mais si, tu sais bien, le guignol là. Mais rappelle-toi, les gars là, sur les terrains de foot, qui voulaient m'affronter alors qu'ils étaient professionnels. Même comme ça, en t'y investissant autant sur quelque chose qui prend autant de temps, t'arrives à garder une certaine distance. Il faut, c'est important. Si t'es trop impliqué, si t'as trop la tête dans le guidon, tu vois plus l'extérieur. Faut être investi, mais il faut avoir un certain détachement, tu vois. Il y a des moments où il faut être à fond. Quand je suis dans la cage, je suis à 100%, quand je m'entraîne et tout ça, je suis vraiment concentré. Et puis il y a des moments à l'extérieur, j'y pense encore, mais j'ai un certain détachement, je me dis qu'il y a autre chose à côté. En fait, c'est ça la difficulté à trouver, l'équilibre à trouver. C'est comme quand j'étais, avant que les réseaux ça marche et que j'arrivais à en vivre, j'étais all-in. J'étais vraiment investi, mais je me disais en même temps, dans le pire des cas, ça fonctionne pas, les arbres ils sont encore là, il y a encore de l'oxygène. Moi j'aime bien essayer de rechercher un peu cette personne complexe. Tu vois, je sais pas, être un guerrier, un samouraï qui va trancher la gorge à une armée plein de sang et tout ça comme dans un film. Et de l'autre côté, il peut être dans une prairie auprès des pâquerettes et méditer. J'aime bien cette ambivalence, tu vois, où dans la cage t'es tout seul et tu dois être serein et justement détaché émotionnellement. Alors que peut-être pendant la conférence de presse, ouais, t'es attaché émotionnellement à tes propos. Toujours, on règle ça. Tu décales pas plus. Je vais devoir te coller après chez les bras encore, ça va encore traîner. Je vais devoir te coller sur les réseaux, c'est chiant, mec. Comme d'habitude, c'est ton cinéma, tu le sais. Tu fais que ça. Tu cherches à me dénigrer. Et toi, t'as fait quoi tout ce temps pendant 3 ans alors? Et après, tu te victimises quand je réponds. C'est tout le temps comme ça, toi et ton manager, et tu le sais très très bien. Il met le manager dans la sauce, commence pas à mettre le manager là-dedans parce que. Ouais, il est pas aussi tempéré que moi. Vous êtes tous les deux ensemble. J'ai rien à dire. Sûr, oui, c'est très bien, vous êtes tous les deux ensemble. Commence pas à le mettre dedans parce que lui, il va pas réagir de la même manière. Il va réagir comment? Il va venir te gifler. Vas-y, je l'attends. Et je vais vous gifler vous deux en même temps alors. Ah ouais, l'un après l'autre. Pas de soucis. Carrément. Tu me fais pas peur. T'es bouillant Tu me fais quoi. pas peur. Ah, t'es un mec bouillant. Bien. Méchant quoi. Si j'écoutais mes instincts profonds, j'aurais réagi sur le moment. Ça reste du business pour moi. Est-ce que ça va servir mon business de me lever et de mettre une tarte à qui que ce soit? Je ne pense pas. Bien que l'envie est là. Gros, t'es mort le 12 juin. Je vais te mettre KO, je te promets. Ce que je vis là, ça change pas grand chose de ce que j'ai vécu avant. Pour au regard des gens, si ça change quelque chose parce qu'ils ont sûrement moins suivi mes autres combats. Celui-ci, c'est une histoire qui traîne depuis longtemps. Mais moi, cette pression, cet engagement que je mets dans mes combats, c'est la même à chaque fois. Donc ça change pas grand-chose. C'est pour ça que j'arrive à avoir un détachement émotionnel. Je me dis, ça, je l'ai déjà traversé. Ce sera un petit chapitre, mais surtout dans la tête des gens. Tu vois, moi, c'est que une continuité. Je vois plus loin. Je vois des chapitres. Il y en a plein. Tu vois, j'étais en amateur, après en pro. Il y a celui-là avec YFC. Peut-être qu'il y en aura un avec une autre ligue. Peut-être à l'UFC. Peut-être après dans 10 ans, je sais pas, mon chapitre tous mes combats pour la ceinture. J'en sais rien. Tu vois, j'imagine. Et pour le 12 juin, tu visualises quoi? Un chaos, un vrai chaos.
Ouais, y a pas de doute là-dessus.